Bonjour. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'optimisme. L'optimisme, c'est face à un problème, chercher une solution et tout faire pour la mettre en œuvre. Face à un problème, cela sous-entend que nous sommes réalistes. Nous avons conscience qu'il y a une difficulté. Trouver une solution suppose de la volonté et tout faire pour la mettre en place, du courage. Réalisme, volonté, courage, c'est de l'optimisme d'action. C'est très loin de la naïveté. Dans Merci, c'est lundi, il y a de l'optimisme et de l'inspiration. C'est pour cela que j'ai créé ce podcast. C'est ce qui me fait avancer et vibrer. C'est ce qui me fait lever le matin. Planter des graines d'optimisme et d'inspiration pour faire ma part. Merci, c'est lundi, ce sont des rencontres, des histoires qui nous font rêver et réfléchir, des réflexions à partager, des textes inspirés et inspirants, des idées à échanger. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'Emmanuel Faber, désormais ex-patron de Danone, qui est une personne qui m'inspire beaucoup. Alors d'autres personnes m'ont inspiré pour ce podcast. Vincent Troyens, activiste inspirant dans la transformation de l'entreprise, avec lequel d'ailleurs N-Group travaille pour sa transformation. Benoît Grindel, CEO à l'Institut de la Résilience à Lausanne. Et Jacques Craé, président de l'Union Wallonne des entreprises. Merci à eux. Bonne écoute. Le licenciement d'Emmanuel Faber, le patron de Danone à la mi-mars, a mis le monde des entreprises en ébullition. Ce leader charismatique, dont le credo est que l'économie ne doit avoir d'autre but que la justice sociale, s'est fait virer sous la pression de fonds d'investissement, actionnaires minoritaires dont le but premier est le bénéfice à court terme. Il s'est fait dégager parce que les résultats de Danone étaient moins bons que ceux de ses concurrents. Ces actionnaires jugeant que son engagement social et environnemental se faisait au détriment des résultats du groupe. C'est vrai que le PDG de Danone s'était vachement engagé. Il popularise le business social en créant un incubateur de micro-entreprises dans les pays pauvres. Il met en place un fonds de soutien aux petits agriculteurs. Il fait en sorte que la finalité d'ordre social et environnemental de Danone soit sur le même pied que son but lucratif, avec comme cap, écoutez bien, améliorer la santé, préserver la planète, co-construire le futur avec ses équipes, augmenter de manière durable le bien-être et partager de manière équitable les dividendes de la croissance. Excusez du peu. Emmanuel Faber a-t-il été trop loin? Ses méthodes étaient-elles trop autoritaires et solitaires? Toujours est-il que les résultats mitigés du groupe ont eu raison de son engagement. Résultats mitigés au niveau financier, s'entend. Parce que dans les autres sphères de l'entreprise, les choses bougent. Faut-il déchanter et craindre que, désormais, les fonds d'investissement gagnent la bataille des bénéfices du court terme contre une vision durable à long terme? Non, je n'y crois pas un seul instant. D'abord parce que Emmanuel Faber, comme d'autres avant lui, est un pionnier et qu'il a fait naître au sein d'une multinationale cotée une vision résolument audacieuse et qui a inspiré un grand nombre de patrons. L'affaire est en marche, elle sème ses graines. Ensuite, parce que, comme le dit Jacques Craé, le patron de Cosucra et président de l'Union Wallonne des entreprises, le système est au bout du rouleau. Et les patrons savent qu'on ne peut plus continuer comme ça sur le modèle d'une croissance sans limite, alors que les ressources de la Terre sont limitées. La conscience de ces limites a envahi toutes les couches du monde entrepreneurial. C'est simplement du bon sens. Enfin, parce que sous la pression des consommateurs qui marquent de plus en plus leurs préoccupations sur ces questions sociétales et environnementales, les géants de l'alimentation, par exemple, recyclent mieux et plus, et les fonds d'investissement créent de plus en plus de fonds durables et éthiques. Ah, évidemment, tout n'est pas rose. Loin de là. Mais on ne peut que se réjouir des avancées dans ce domaine. Emmanuel Faber a montré le chemin, comme avant lui, par exemple, Paul Polman de Unilever ou Yvon Chouinard de Patagonia. Il faut maintenant accélérer le mouvement. Et j'avais envie aujourd'hui de partager avec vous un texte qu'Emmanuel Faber, précisément, a écrit et qui est une lumière sur mon chemin. Je souhaite que, où que vous soyez et quoi que vous fassiez, ce texte puisse aussi vous éclairer. Le monde crie justice. Les décennies de croissance économique
auront épuisé les ressources de la planète avant d'étancher la soif qui habite chacun et chacune d'entre nous. Cette croissance n'étanchera pas la soif de ceux qui ont déjà trop pour être heureux, ni la soif de ceux qui n'ont pas encore assez pour être heureux. Cette soif est infinie. Elle est à la hauteur de l'instinct de vivre qui est en nous, et qui d'ailleurs est insatiable, et qui génère l'incroyable et l'insoutenable concentration de la richesse dans le monde. Cette concentration qui ne cesse de croître et qui nous emmène trop loin. Les barrières qui s'érigent de nouveau partout, les barbelés et les murs qui cherchent à endiguer le flot de celles et ceux qui désespèrent et aspirent à partager les rêves que nous avons brandis à la face du monde, ou les tentations communautaristes, ne témoignent rien d'autre, à une autre échelle, que de la peur que j'ai de mon voisin. La différence à l'égard du passant sur le trottoir, le regard que je détourne de celui des SDF dans le métro, ou ma crainte du lendemain. Tout cela, ce sont des signes que cette concentration de richesse est insoutenable. Ce sont des signes d'une extraordinaire évidence. Notre planète et notre monde crient justice. Nous pouvons choisir de ne pas entendre ces cris, de ne pas voir ces signes, de ne pas les regarder, de ne pas en tenir compte, parce que nous nous sentons démunis face à eux, alors qu'ils nous font très très peur. Ils nous font peur parce que là où nous vivons aujourd'hui, tout s'achète. Ce qui est gratuit n'est pas valorisé. Les échanges non monétaires de la vie quotidienne n'ont pas de place dans les statistiques rassurantes du produit intérieur brut par habitant. Notre société nous dit que l'accumulation de la richesse monétaire est le seul moyen de se soustraire à notre crainte de manquer. Face à cette peur ontologique de ne pas exister, de ne pas vivre, de mourir, nous avons cru longtemps nécessaire d'obtenir l'indépendance plutôt que d'apprendre à vivre dans l'interdépendance. Se passer de l'autre pour assurer sa survie. D'accord ? Mais est-ce une vie ? Nous préférons pour la plupart d'entre nous nous protéger derrière nos murs pour retrouver le cocon. Est-ce une issue de secours ou un processus régressif ? Je ne juge pas, dit Emmanuel Faber. Car qui peut juger de la force de nos peurs d'être au monde ? Qui peut juger de ce que nous avons dû traverser pour tenter de nous libérer ? Mais il est une chose, à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire. La responsabilité de nos choix. Car détourner le regard de la violence du monde, c'est la renforcer. Faire comme tout le monde, c'est céder à la force de l'inertie, à la force du cynisme. Ah, pourquoi pas moi aussi, puisque tout le monde le fait ? Ou du fatalisme. À quoi bon ? Il n'y a pas de système dans lequel nous sommes emprisonnés définitivement. Je ne suis pas dans un embouteillage entouré de cons qui ont pris leur voiture ce matin. J'ai pris ma voiture ce matin et je suis l'embouteillage. Et je peux agir parce que je fais partie du problème. Il n'y a pas de système. Il y a simplement les choix de chacun et de chacune que nous faisons ou que nous ne faisons pas. Il n'y a pas de main invisible du marché qui garantirait la justesse et la justice de son mécanisme. Tout cela, ce sont des simplifications qui nous permettent de dormir la nuit. La réalité, c'est qu'il y a juste nos mains, les vôtres, les miennes, pour construire le monde dans lequel nous aspirons à vivre. Ces mains, elles peuvent prendre ou donner. Oui, bien sûr, c'est difficile de partager et de commencer à vivre autrement. Car avec le temps, nous avons fini par organiser nos sociétés pour rendre l'indépendance nécessaire. Alors, nous accumulons. Et pourtant, une génération de tout âge se lève pour inventer ici, partout, une autre forme d'économie. Une économie sociale de marché, une économie circulaire, fonctionnelle, partagée, codépendante, durable, plus ajustée à nos besoins. Une économie de l'autonomie plutôt que de l'indépendance. Si les talents d'entreprendre dans quelque domaine que ce soit, économique, social ou politique, ne sont mis qu'au service, conscient ou inconscient, de l'insatiable soif humaine sans discernement, alors on aboutit à la situation injustifiable à laquelle nous sommes arrivés.
Et celles et ceux d'entre nous qui se trouvent en situation de leadership social, politique, économique, en ce moment où nous prenons tous conscience des limites du modèle auquel nous nous référons depuis si longtemps, tout cela et toutes celles-là ont un devoir d'utopie pour participer à la transformation du monde, pour la permettre, pour la susciter, pour l'accompagner, ensemble. Ces mots de Emmanuel Faber que je fais miens, ces mots, qu'ils soient prononcés par un dirigeant de multinationale agroalimentaire ou par un dirigeant de médias, ces mots peuvent faire rire ou sourire, ou même agacer d'autres dirigeants, leaders ou responsables, mais peu importe. Comme Emmanuel Faber, j'ai la conviction que nous avons notre destin en main. Changer le monde n'est pas l'apanage de quelques-uns. Je crois que nous y sommes tous et toutes invités, là où nous sommes, avec nos talents, avec ce que nous savons faire de mieux. Et Emmanuel Faber de conclure, ne changeons pas le monde pour plaire à qui que ce soit. Changeons le monde parce que c'est notre chemin de liberté, parce que c'est notre réponse à cette question « Pourquoi je suis en vie ?» Pourquoi ? Ne changeons pas tant le monde que nous-mêmes. Dressons-nous et mettons-nous en marche. Partons à la découverte de qui on est vraiment. J'ai dit un jour que la mélodie unique que chacun et chacune d'entre nous pouvait découvrir en soi changeait la symphonie du monde. Il n'y a pas de plus beau cadeau que nous puissions faire au monde que d'avancer vers ce soi-même. Rien ne pourra être plus juste et plus vrai. Ce qui est important, c'est pas la grandeur ou la visibilité des actes que nous posons, mais leur cohérence avec notre axe de vie, notre mission de vie. Alors, en route. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres et n'oubliez pas, dans l'optimisme, il y a de la magie.